se passe toujours quelque chose et nous allons découvrir celui qui va remporter aujourd'hui le trophée FR3, car ils sont 4 à égalité pour le moment, Patrice Esnault, Klimov, Anderson et Lemon, qui aujourd'hui va être le premier à apparaître sur les images de Régis Forissier, alors que le peloton est très étiré dans la montée du Tanneron, juste au-dessus de Mandelieu, Nanapoul. Avec Régis, donc, on va découvrir celui qui aujourd'hui va marquer les points du trophée FR3. Dans quelques secondes, alors que le peloton maintenant se regroupe, le voilà en tête, le numéro 22, Martin Hurley. Martin Hurley donc qui rejoint Esnault, Klimov, Anderson à la tête de ce classement FR3. Loïc, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui sur la route. Que se passe-t-il maintenant derrière Martin Hurley? Eh bien, ils étaient 5 avant d'aborder le Tanneron. Maintenant, il n'y en a plus qu'un en tête. Mais derrière, le peloton s'est énormément étiré, y compris le petit peloton des 5, puisque devant moi, à une vingtaine de secondes de Martin Hurley, il y a l'Italien Furlan qui mène la chasse devant Robert Forest qui ne prend plus un relais, qui se contente de rester dans la roue de Furlan, tout simplement parce que je crois qu'il ne peut plus le faire autrement. Derrière moi, oui. Nous sommes à quelle distance du sommet du Tanneron? 1 km 500 pour Martin Hurley environ, et le peloton est à 50 secondes de Martin Hurley. Il y a encore un homme d'intercalé entre le peloton et les deux hommes, Robert Forest et Furlan. C'est Jean-Pierre Bagot qui était revenu à une cinquantaine de mètres de Robert Forest dans la descente et qui a été lâché dans la deuxième portion du Tanneron. Vermotte était lui aussi intercalé, mais il a été rejoint par le peloton, un peloton qui était emmené tout à l'heure par Claudie Criquelion et Laurent Fignon. 50 secondes d'écart en tous les cas entre le peloton et Martin Hurley, 20 secondes d'avance pour Martin Hurley sur les deux hommes Furlan et Robert Forest, et toujours intercalé à une trentaine de secondes de Martin Hurley, Jean-Pierre Bagot. Très bien, donc Hurley en tête devant Forest et Furlan. Nous voulions vous présenter l'événement du début d'étape tout de suite. Nous allons attendre quand même la fin de la montée du Tanneron, car cette montée du Tanneron est particulière. On monte beaucoup, on descend un petit peu pour terminer par un petit raidillon, Bernard. Voilà, cette montée du Tanneron se présente en deux temps. Il y a déjà un très long morceau de faux plat, très long parcours de faux plat sur une petite route dont le revêtement ne rend pas très bien, c'est-à-dire que malgré un pourcentage relativement peu élevé de côte, c'est relativement difficile. Après, il y a un petit morceau de descente technique, difficile à négocier. Et puis, après être passé sur un pont, on remonte tout à fait en haut de cette côte de Tanneron. Et c'est sur ce passage à 1 km du sommet que se trouve actuellement Martin Hurley, un Irlandais qui a fait ses classes en France. Bernard? Oui, Loïc? Plus que 40 secondes d'avance pour la tête du peloton. Et Martin Hurley est à 500 mètres du col. Oui, malheureusement pour Hurley, nous retrouvons un peu le même schéma que partout ailleurs, à savoir que sur les fins de course, le peloton revient très très fort. Si vous pouviez vous retrouver avec ce groupe évidemment de chasse, Loïc, pour nous dire déjà si le leader du Paris-Nice, Tony Rominger, appartient à ce groupe. A priori, il devrait être dans ce groupe, tout comme Laurent Fignon, mais vous nous donnerez tous les détails dans quelques instants sans doute. Une montée du Tanneron très difficile et surtout une descente sur Mandelieu qui est alors la périlleuse, avant d'avoir un petit raidillon qui est tout nouveau. André, oui. André, je vous ai posé la question, je vous réponds tout de suite. Tony Rominger est dans la première partie du peloton en compagnie de Claudie Criquelion, un homme s'est sorti du peloton, un petit peloton emmené par Marc Madiot, décidément en grande forme. J'aperçois aussi Phil Anderson, et l'homme qui s'est échappé, je vous donne son nom de ce peloton, et bien c'est Didier Tueux que nous avions déjà remarqué dans la première partie de ce Paris-Nice. Eric Caritou est également là, Stéphane Roche est là, Laurent Fignon est là dans la première tête de ce peloton, et c'est Laurent Jalabert qui mène la chasse devant Tony Rominger. Oui, vous savez que la télévision a toujours ses petits favoris, et Tueux nous avait promis aujourd'hui de faire quelque chose et peut sans doute même de gagner à Mandelieu, car il a fait toute la course, il faut le dire, avec un badge de FR3 sur la poitrine. Voilà donc pourquoi l'attaque de Tueux n'est pas surprenante pour nous, Bernard. André, oui, Phil Anderson prend un petit coup de buis à l'approche du sommet. Il a été décroché par un peloton d'une vingtaine d'hommes, tout à fait exceptionnelle, puisqu'il y a tous les grands du peloton de Paris-Nice dans cette première partie.
Avec une petite attaque là de Forest, mais en tête au Tanneron, c'est bien sûr Martin Hurley qui va passer et prendre les points du trophée du meilleur grimpeur. Pour votre information, André, avant que je ne puisse plus vous parler, je vais passer la descente en compagnie du groupe de Tony Rominger. Très bien, Loïc. Oui, je pense que Didier Thueux a attaqué également pour essayer de récupérer le maillot du meilleur grimpeur, parce qu'il a 2 points seulement d'Undermark. Et il est encore possible pour Thueux de marquer assez de points pour essayer de terminer ce Paris-Nice avec le maillot du meilleur grimpeur sur le dos. Et on reconnaît beaucoup plus facilement aujourd'hui les concurrents, car vous le voyez, il n'y a pratiquement personne pour porter les casques, c'est-à-dire que ceux qui veulent porter les casques portent leurs casques aujourd'hui, et les autres eh bien, sont nu-tête ou avec leur casquette. Oui, il y a eu un mouvement d'humeur ce matin du peloton suite au déclassement de Moreau hier soir, parce qu'il avait monté le Mont Faron avec le casque enlevé. Oui, on voit grâce à nos amis de Toulon Communication qui nous ont si aimablement donné ces images. Vous les reconnaissez tous, Fignon, Duclos-Lassalle, Tony Roche aussi. Cette révolution des casques, c'est simplement pour des coureurs professionnels comme Greg LeMond, l'envie de dire nous sommes professionnels, nous sommes aussi suffisamment grands maintenant pour savoir où est notre intérêt, où est notre sécurité. Et c'est à nous de choisir si on doit porter les casques ou pas. Greg LeMond expliquant que 90% du temps, eh bien, il choisit de porter le casque, il veut la liberté des 10% restants. Et vous avez pu voir sur la ligne de départ Francis Moreau, qui avait été mis hors course hier et qui est reparti ce matin sous la pression, ou au moins avec l'appui de ses coéquipiers et en même temps de ses adversaires, disons de ses collègues coureurs cyclistes. Nous y reviendrons tout à l'heure, hein, mais pour l'instant on peut dire que les coureurs admettent mal qu'on leur oblige à mettre un modèle de casque qui n'est homologué par aucune instance. Voilà, et dans la descente du Tanneron, on retrouve dans cette terre d'élection du Mimosa, vous en voyez du Mimosa en fleurs un peu partout. Nous retrouvons le groupe de chasse derrière Martin Hurley, derrière Forest aussi, et qui nous a permis là encore une fois de donner un coup de chapeau à nos amis de FR3 Lyon qui dépensent une tonne d'énergie tous les jours, et aussi à nos amis de la SFP, car faire ce qu'ils font actuellement pour que vous voyez des images de la descente, c'est toujours une performance à la hauteur de celle des champions qui descendent si vite dans des cols si difficiles. Ça fait maintenant partie du paysage, mais c'est toujours une grande performance de travail accompli par ces gens de la SFP qui en soient remerciés. Oui, il est certain, lorsqu'on a descendu avant les coureurs ce col du Tanneron, on se rend compte... Oh, il y a une chute là. Non, c'était à la limite de la chute. C'était Robert Forest qui a raté un virage. Vous disiez très justement, André, que cette descente était très difficile, très dangereuse. Et bien, on a eu l'occasion juste au même moment. Robert Forest s'est écarté quelque peu de la trajectoire. Et comme sa vitesse était à la limite, elle était adaptée à la trajectoire, mais vraiment à la limite, mais il était déporté, il a failli tomber. Mais il ne s'est pas découragé pour cela. Et il revient maintenant dans la route de l'Italien Furlan, je crois. Oui, le champion d'Italie, Furlan, qui est bien classé au classement général, puisqu'il est 14e à 3 minutes 19 simplement de Tony Rominger. Ce qui me permet aussi de vous dire que pour votre jeu 36-15 à faire 3, eh bien, il est encore temps de jouer. Vous avez jusqu'à 5 km de l'arrivée pour dire qui, selon vous, a le plus marqué cette étape, de Martin Hurley, de Giorgio Furlan, de Robert Forest ou des autres, ou en particulier de Duclos-Lassalle, qui est le premier à avoir attaqué dès le premier kilomètre comme hier, ou de Patrice Esnault, qui a encore été fantastique aujourd'hui. Il a attaqué au moins 100 fois avant de se faire rattraper 100 fois. Mais Patrice a beaucoup de panache et il sait qu'on aime beaucoup ce genre de coureur en France. Toujours Furlan en tête devant Forest. Ou de Jean-Claude Bagot également, qui était à la pointe du combat toute la journée, qui doit se retrouver maintenant juste à l'avant du peloton. Et Forest a réussi à rejoindre Furlan et maintenant il roule devant lui dans cette petite portion de plat. Nous apercevons maintenant le peloton emmené par le maillot blanc, oui, toujours bien placé dans cette contre-attaque derrière Martin Hurley. Vous intervenez dès que vous le voulez, André, dès que vous le pouvez, Loïc. Oui, André, bien tout simplement 35 secondes d'avance pour Martin Hurley, et le peloton est emmené par Jalabert, vous l'avez vu, et Tony Rominger, mais Criquelion n'est pas loin, et entre les deux, je vous rappelle que Didier Thueux entre les deux, il y a bien sûr les deux hommes, Forest et
et l'autre vient, je l'ai oublié, mais en Forest et Furlan. Merci. L'Italien Furlan et Forest, et Didier Thieux revient sur ces deux hommes, et il est même revenu dans la défense. Bravo pour Didier, qui a fait un bien beau Paris-Nice, qui avait commencé par porter pendant très longtemps le maillot bleu et jaune du trophée du meilleur grimpeur. Oui, c'est fait, il est avec eux. Bravo, c'est très bien. Donc ils sont 3 maintenant derrière Martin Hurley, 12e au classement général pour le moment, et qui pourrait gagner quelques places avant la fameuse étape du col d'Aise. Les voilà tous les 3 ensemble, Didier Thieux, Giorgio Furlan et Robert Forest. Et évidemment, c'est une bien mauvaise nouvelle pour Hurley, ce retour de Thieux, qui va passer devant ses 2 autres compagnons, voilà, c'est fait maintenant, et qui va les emmener à un train d'enfer dans la descente, et qui donc devrait reprendre un petit peu de terrain à Martin Hurley. Un Martin Hurley qui devra se mesurer avec la côte finale, une côte très dure de 3 km et demi. Et l'allure de Thieux est tellement rapide que Furlan est légèrement distancé. L'allure doit être très rapide dans cette descente, Loïc. Oui, je vous le disais tout à l'heure, environ 70-80 km/h. Ralentissement, bien sûr, à cause de certains virages. Mais on vient d'être passé par une dizaine d'hommes, c'est tout à fait impressionnant. Ils sont rentrés à, eux, en tous les cas, à plus de 80, environ 90 km/h. Et ils sont en train d'accélérer maintenant pour rentrer sur la première partie du peloton. Alors que vous venez d'apercevoir sur cette excellente vue d'hélicoptère, la trajectoire suivie par les coureurs, on se rend compte que tout le monde passe à la même place, au même endroit, parce que c'est le meilleur endroit pour passer le plus rapidement possible, tout en sécurité. À la limite, disons, de la sécurité. Quand on dit tout en sécurité, c'est à l'extrême limite. Oui, et voilà, c'est une descente très belle image. Vous voyez que les coureurs se suivent très près, mais exactement l'un derrière l'autre, et tous passent à la même place pratiquement. Il ne faudra pas faire le moindre écart ici, car il y a des travaux tout au long de la descente du Tanneron, et 20 cm d'écart sur la trajectoire, ça vous expédie dans les travaux. Oui. Oui, plus que 28 secondes d'avance pour Martin Hurley. Et on voit en tête de ce groupe, évidemment avec son maillot blanc, Tony Rominger, juste derrière lui Claudie Criquelion, toujours fidèle aux avant-postes, et puis les Toshiba qui essaient de revenir et de donner une 2e victoire d'étape, une 3e victoire d'étape à Tony Rominger. Ouais, je pense qu'ils essaient surtout de préserver leur leader, et la meilleure façon de bien assurer dans la descente, eh bien, c'est de se mettre en tête en veillant à ce que le leader soit juste derrière, alors que Laurent Fignon a préféré prendre un très léger retard par rapport aux coureurs qui le précèdent pour éviter toute éventuelle mauvaise surprise. Et on a reconnu donc avec Claudie Criquelion, on a vu tous ceux qui sont en tête au classement. Il y avait Jérôme Simon, il y avait Laurent Fignon. Il y a une très bonne relance à chaque sortie de virage de tous ces coureurs. Et je vous laisse également admirer le travail du motard qui pilote le caméraman, parce qu'eux sont à 2 sur la moto. Et il faut avoir vraiment une solide expérience pour pouvoir suivre un coureur dans de telles conditions. Et le gros cœur aussi parfois. Oui, évidemment, oui. Il est recommandé d'avoir fait quelques descentes de col à vélo avant. Toujours l'équipe Toshiba qui emmène son leader dans cette descente. Vous venez encore de le voir par cette vue d'hélicoptère, cette descente acrobatique, très technique. Il n'y aura pas de très gros écarts dans cette descente aujourd'hui parce que le terrain est sec. Mais lorsque la chaussée est mouillée, il peut y avoir des écarts supérieurs à la minute. Toujours un gros travail des Toshiba pour amener Tony Rominger aux premières places. Devant eux, le groupe de 3 avec Giorgio Furlan, avec Robert Forest et avec Didier Thueux. Et encore devant en tête Martin Hurley. Martin Hurley a-t-il encore une chance de terminer? Car derrière ça revient très vite quand même avec le gros travail de Didier Thueux. D'après vous, Bernard? Oh, évidemment, Martin Hurley a encore une bonne chance de pouvoir aller au bout. Son gros problème, c'est cette montée de 3 km et demi après la descente. Au bas de la descente, il y a environ 1 km 500 à 2 km de plat. Puis après, il y a une côte qui est très difficile. Et pour un homme qui est seul en tête depuis un bon moment déjà, qui a fait beaucoup d'efforts jusque-là, ce sera très difficile de pouvoir maintenir son rythme jusqu'à l'arrivée.
Et cette descente du Tanneron qui n'en finit pas, vous vous rendez compte, ça fait au moins 10 minutes que Martin Hurley est en train de descendre. Voilà, on arrive seulement à 10 justement, elle est km. finie. Voilà. Justement, la Martin Hurley prend le petit morceau de plat, environ 2 km 500, qui va le conduire au pied de la montée finale. Et une belle transition maintenant pour vous dire que, exceptionnellement, Daniel Leclerc, vous en avez parlé, ce n'est plus à 10 km, mais à 5 km de l'arrivée simplement que nous terminons le jeu pour désigner celui qui s'est mis le plus en évidence d'après vous aujourd'hui. Vous avez encore pour 5 km de course pour composer le 3615 de code FR3 pour dire qui, selon vous, s'est mis en évidence aujourd'hui alors que Didier Thueux, le voilà, regarde la caméra, après avoir laissé passer devant lui Robert Forest. Oui, il y aura le choix aujourd'hui, puisque beaucoup de coureurs se seront mis en évidence en quelques kilomètres, là, en quelques minutes, et notamment ce Didier Thueux, qui a fait très forte impression dès le haut du Tanneron, qui est un excellent descendeur. 17 secondes entre Martin Hurley et ses trois poursuivants qui se relaient très bien avec beaucoup de travail de Robert Forest et de Didier Thueux. Ça va être très juste quand même, car on revient très vite derrière le coureur de tête Martin Hurley. Oui, ce sera malheureusement beaucoup trop juste pour Martin Hurley. Il n'a pas eu la chance qu'on lui laisse prendre assez d'avance avant cette montée du Tanneron. Et maintenant, il sera rejoint très certainement par ses trois poursuivants. Et après, il nous faudra nous intéresser au retour éventuel du peloton sur ces quatre hommes de tête. 9 km de l'arrivée. Loïc, vous êtes sans doute encore avec le peloton de Tony Rominger. Est-ce que se trouve dans ce peloton Francis Moreau, l'exclu, le banni, qui a pu repartir ce matin? Non, je ne l'ai pas vu passer, j'ai été doublé par un certain nombre de coureurs. Le peloton est constitué environ d'une quarantaine d'hommes, mais je n'ai pas vu Francis Moreau parmi ceux-là. Et pourtant, j'ai été doublé par des bombes, notamment par Marco Lietti. Marco Lietti qui a fait un beau Paris-Nice lui aussi. Voilà le peloton de chasse derrière les trois, c'est-à-dire Robert Forest, Didier Thueux et Giorgio Furlan. Et de ce peloton de chasse, ça ne vous dit rien cette silhouette là, André? Eh oui, c'est encore Patrice Cesneau qui est prodigieux. Tiens, rien que pour moi, faites-moi plaisir, votez pour lui. Patrice Cesneau qui une nouvelle fois est parti, c'était peut-être sa 3000e attaque aujourd'hui à Patrice. Il n'arrête pas. C'est la limite du chauvinisme, ça, parce qu'il est orléanais comme vous. C'est carrément du chauvinisme, c'est vrai, mais reconnaissez avec moi que Patrice Cesneau est un bel animateur de course. Ouais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Patrice Cesneau, qui reste un petit peu un coureur à l'ancienne mode, si l'on peut dire, c'est-à-dire qui n'hésite pas à faire des efforts, à se montrer enthousiaste dans la course, à avoir du panache finalement, parce qu'il fait là un effort que je ne qualifierais pas de gratuit. Mais il aurait peut-être dû attendre un petit moment. Eh bien non, Patrice a senti que c'était un moment où il avait de la force, un moment où le peloton était peut-être un petit peu hésitant parce qu'il sentait qu'il revenait sur les hommes de tête un petit peu trop vite. Et Patrice en a profité pour attaquer comme il sait très bien le faire. Bernard, oui, Patrice a d'autant plus de mérite que dans la descente, il était légèrement attardé, c'est-à-dire qu'il était dans la dernière partie du peloton. Et effectivement, vous avez bien vu, c'est-à-dire qu'il y a eu un relâchement du peloton. Sur le plat, tout le monde a respiré un peu après la descente et il en a profité pour porter une attaque. Oui, Patrice n'est malheureusement pas un très grand descendeur. Je me souviens d'un Paris-Nice en 87 où il avait fait une très longue échappée justement dans cette arrivée à Mandelieu. L'arrivée était jugée dans Mandelieu même, c'est-à-dire en bas de la descente sur le plat. Et Patrice avait été rejoint après l'échappée de près de 80 km, je crois. Avait été rejoint à environ 5 km de l'arrivée par un Norvégien, je crois, qui s'appelait Pedersen, Atle Pedersen. Voilà en tout cas un risque que court aussi Martin Hurley, car il se trouve maintenant à 7 km, voilà, 6 km de l'arrivée, et ça revient très fort derrière lui avec toujours le travail considérable de Didier Thueux, de Giorgio Furlan et de Robert Forest, le dossard numéro 44. André, oui Loïc, seulement 13 secondes d'avance pour Martin Hurley, et évidemment les trois hommes ont Martin Hurley en point de mire. Et où se trouve Patrice Cesneau? Je n'ai pas fait son pointage, il est lui environ à 500 mètres derrière ses hommes, il doit être à une vingtaine de secondes du trio. Je vais faire un pointage. Merci Loïc. Je pense que Martin Hurley aurait intérêt maintenant à se relever, à bien respirer, à boire un peu, à bien récupérer et attendre les trois hommes, puisque de toute façon il sera rejoint par ceux-ci.
Écoutez, c'est tout à fait l'impression qu'il nous donne, car il a l'air de s'être relevé un tout petit peu, avec derrière lui toujours un travail considérable de Didier Thueux qui appelle les autres, et Martin Hurley, non, qui continue. Didier Thueux qui se sent certainement très très fort, qui sera à son aise dans cette côte d'arrivée, qui voudrait donc arriver au pied de cette côte avec un avantage relativement conséquent sur le peloton, ce qui lui laisserait une marge de manœuvre pour développer une éventuelle tactique en vue de la victoire d'étape. Et vous avez remarqué combien depuis le départ de Paris-Nice, depuis Nevers, en fait, il y a de plus en plus de soleil sur cette course au soleil. Il a encore fait très beau, presque très chaud aujourd'hui, un temps très printanier. Et en traversant le Tanneron avec tous ces mimosas, on croyait vraiment qu'on était sur une autre planète. Hein. Après Fontenay, c'est bien loin. Oui, Fontenay est très loin. Pour les coureurs également, il est très loin. Il s'est passé beaucoup de péripéties depuis Fontenay. Nous avons eu la chance d'avoir une course animée jusque-là, hormis l'étape de Saint-Étienne peut-être. Toutes les autres étapes ont été très, très animées. Loïc, que se passe-t-il au moment où on aborde les 5 derniers kilomètres? Eh bien, j'allais vous le dire. Donc, 40 secondes de retard pour Patrice Esnault, qui va être revu, à mon avis, par le peloton, qui est à une centaine de mètres seulement derrière lui. Mais devant, il devrait y avoir un regroupement entre les 4 hommes. Très bien. Et en tête du peloton, on voit encore une fois Claudic Riquellion, Laurent Fignon, on voit aussi les coureurs de chez Motorola, le leader Tony Rominger. Et devinez qui emmène encore ce peloton. Je ne sais pas si on peut encore jouer pour lui, mais il mériterait également qu'on joue pour lui, puisque c'est Sean Yates, qui aura décidément fait un travail énorme pendant tout ce Paris. Patrice Esnault va sans doute être rattrapé maintenant. Il n'a plus que quelques mètres d'avance sur le peloton qui fond sur lui. C'est fait, Patrice Esnault repris à Mandelieu, alors que nous sommes là vraiment à Mandelieu. Nous allons aborder la dernière petite côte d'arrivée. On dit petite côte, mais c'est vraiment une moyenne côte, ce Grand-Duc, pour rejoindre le Tanneron par l'autre côté. Disons qu'il s'agit d'un col que l'on monte jusqu'à moitié à peu près de son sommet, sur environ 4 km. C'est un col relativement difficile. Et puis, de toute façon, tous les cols où est jugée l'arrivée sont bien sûr extrêmement difficiles, puisque les coureurs n'ont plus d'efforts à faire après. Il leur faut donc se livrer complètement à fond. Bernard? Oui. Joli panache de Martin Hurley, qui sait qu'il a dans son dos à 100 mètres de lui les 3 hommes, et il insiste, il continue à rouler sans vouloir les attendre. Ouais, c'est très bien, c'est très panache de la part de Martin Hurley. En ce qui nous concerne, on peut vous dire que pour le jeu FR3, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez pu composer le 3615 code FR3, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, eh bien maintenant, on se donnera rendez-vous demain. Mais pour Martin Hurley, il faut attendre encore quelques minutes pour savoir s'il va résister à cette furia de Didier Thueux, de Forest et de Furlan, qui derrière lui se battent pour réduire l'écart et laissent un petit peu d'énergie qui pourrait leur être préjudiciable au moment de franchir la ligne d'arrivée. Tout à fait. Je pense d'ailleurs que Hurley sera rejoint. Mais après, il nous faudra bien regarder les écarts entre les 4 ou les 3 qui seront devant et le peloton. Parce que le peloton me paraît rouler très très vite actuellement, beaucoup plus vite que les échappés. Il doit être en train de leur reprendre du terrain. Bernard? Oui, Loki. Je ne ferai pas comme vous, je ne prendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir, parce que Martin Hurley est en train de se battre. Il se retourne sans cesse pour observer ses adversaires. Il ne se relève absolument pas, alors que là, le trio est en train de s'observer. Ça, c'est plutôt favorable à Martin Hurley, mais Didier Thueux a déjà compris le danger. Il a relancé tout de suite. Exactement. Et puis de toute façon, si Martin Hurley se retourne beaucoup, c'est parce qu'il n'a plus très confiance en lui, parce qu'il sent les forces l'abandonner petit à petit. Et surtout, avec la difficile côte qu'entament les coureurs maintenant, ce sera très difficile pour Hurley. Une côte à 12%. Et encore 3 km 6 à monter pour Martin Hurley et ses 3 poursuivants. Terrible là l'effort de Martin Hurley qui est parti il y a maintenant une quinzaine de kilomètres, et derrière lui on revient le plus vite possible. C'est l'allure de grimpeur. Oui, disons que c'est un col, hein, donc les coureurs se mettent en configuration de grimpeur. Et on devrait voir les bons grimpeurs émerger. Alors que le peloton semble s'être reformé quelque peu dans la descente ou juste après la descente. Tout à l'heure, il était beaucoup moins compact.
Oui, absolument, Bernard. Hein. Il y a beaucoup de coureurs qui sont rentrés après la descente du Tanneron. Ouais, ce qui voudrait donc dire que finalement ce peloton ne roule pas aussi vite que n'aurait pu le croire. Les 3 hommes à 3 km du sommet et toujours rien de repris par rapport à Martin Hurley. Beau travail de Martin Hurley qui fonce maintenant vers l'arrivée. Toujours Didier Thueux avec un relais de Furlan maintenant. Suivi comme son ombre par Forest. Et Thueux qui semble très à l'aise dans la roue de ces deux hommes. Et qui nous le montre d'ailleurs, il se permet de lâcher le guidon. Oui, ça semble incroyable. Didier Thueux alors que Martin Hurley toujours devant, toujours en effort maximal. Martin Hurley va-t-il résister à ce retour des trois? Est-ce que c'est possible? Il n'a qu'une poignée de secondes et il reste encore 2 km d'ascension. Ça devient très dur. Non, tout est toujours possible. Hein. Il est toujours possible que Attaque de Didier Thueux. ça deviendra plus difficile. Oui, oh, quelle belle attaque. Regardez, je partir. Si Thueux attaque, ça devient plus difficile pour Hurley. Tout dépend de la façon dont il a géré son potentiel avant le pied de la montée. Quelle allure, Didier Thueux. Il va même trop vite pour ces virages très durs. Et regardez comme ça remonte. Il y a là un virage en épingle à cheveux avec une pente qui doit également avoisiner les 10 à 12% sur 4 ou 5 mètres, mais qui était très difficile, vous l'avez vu, puisque Thueux est obligé pratiquement de ralentir en montée, ce qui est excessivement rare. Il est parti maintenant dans un très beau style, dans une très belle allure à la poursuite de Martin Hurley. Et un Martin Hurley qui bien sûr se bat parce qu'il sent la victoire à sa portée. Il a fait beaucoup d'efforts pour obtenir cette victoire et il va la défendre chèrement. Martin Hurley en tête, qui peine maintenant mais qui est toujours en tête. Derrière lui, Didier Thueux, qui est la bonne nouvelle, la bonne révélation pour Laurent Fignon, car avoir un tel jeune coureur dans son équipe, c'est bien pour un leader. C'est un homme talentueux, Didier Thueux. 8 secondes encore à reprendre pour Didier devant lui, Martin Hurley. Oui. André, à 2 km de l'arrivée, 10 secondes d'avance sur Thueux. Oui, merci Didier Thueux. Je regarde en même temps, j'observe le peloton parce qu'il se rapproche très vite maintenant de tout le monde. À 25 secondes seulement le peloton maintenant. Je crois que maintenant ce sera une affaire entre Thueux et Hurley. Ah, ce n'est pas fini non plus pour Furlan et pour Forest. Hein. Et le peloton revient avec Phil Anderson qui vient de placer un démarrage devant Laurent Fignon. Et Laurent Jalabert suit derrière. Et Didier Thueux renonce. Les écarts ne sont pas très importants entre les différents protagonistes. Et tout reste possible. Tout reste possible pour cette arrivée. Didier Thueux qui est rattrapé pratiquement maintenant par Giorgio Furlan et Robert Forest. Et juste devant eux se trouve encore Martin Hurley. Un Didier Thueux dont l'attitude surprend un petit peu parce qu'on avait l'impression tout à l'heure qu'il pouvait s'échapper de ce groupe sans fournir trop d'efforts, en étant en tout cas beaucoup plus à l'aise que Martin Hurley. Finalement, on se rend compte que Martin Hurley, qui lui est pourtant fatigué par sa longue échappée, tient mieux le coup que ses poursuivants. Encore 100 mètres d'avance pour Martin Hurley, toujours Didier Thueux devant Furlan et Forest. Et derrière le peloton qui revient très vite, on le voit avec Phil Anderson qui a quelques mètres d'avance sur un petit groupe. Oui, en fait, Phil Anderson se fait passer par Laurent Fignon qui emmène la tête du peloton et c'est Roland Leclerc qui est sorti du peloton et qui va rejoindre maintenant Furlan et Forest. Oh, bel effort de Roland Leclerc que nous avons déjà vu hier en très bonne position et en très bonne condition en haut du Mont Faron. Roland Leclerc s'est retourné pour voir où était le peloton et qui va passer. Quelle différence d'allure, c'est incroyable. Oui, sans un regard, sans se retourner, tout tendu vers la ligne d'arrivée. Son seul objectif est la ligne d'arrivée. D'ailleurs, les Furlan et Forest ont quelques peines à prendre son sillage. Il va également rattraper Thueux. Ouf, c'est dur pour Dieu tout d'un coup. C'est dur pour Thueux, alors que ce Martin Hurley est étonnant tout de même, puisque malgré le gros effort qu'il a dû faire pour arriver là, et ça part de partout dans le peloton. Ça attaque de partout. Rominger est obligé de mettre la main à la pâte. Parce que c'est Jérôme Simon qui était parti. Le petit Jérôme a attaqué. Il va y avoir peut-être une attaque de Caritou également. Il se prépare pour ça. Criquelion à Sonnaise. Quelle belle fin d'étape encore. Mais décidément ce Paris-Nice nous aura gâté cette année avec des attaques incessantes. Jérôme Simon qui mène le peloton devant Claudie Criquelion et
Caritou sur la droite et Hurley maintenant ça va devenir très difficile pour lui. Il est bloqué sur la route, Loïc, on a l'impression. Absolument, il est debout sur les pédales et derrière ça revient sous l'impulsion de Roland Leclerc bien sûr qui a porté une attaque mais aussi de Criquelion, vous l'avez vu. Avez-vous passé la flamme rouge, Loïc? Non, pas encore, je l'attends pour partir à l'arrivée, je vous le dirai. Quelle fin d'étape extraordinaire, c'est incroyable quand même Bernard, ils n'ont pas arrêté d'attaquer aujourd'hui. Quand on va lire les communiqués demain dans la presse, on va voir que depuis le début de cette étape, il n'a pas eu une seconde de répit pour ses concurrents. Effectivement, il y a eu beaucoup d'attaques tout au long de la course et malheureusement Martin Hurley aura coincé dans ce dernier kilomètre. Il sera rejoint et attaque de Caritou. Voilà, c'est fini pour Martin Hurley et comme vous l'avez dit mon cher Bernard, quelle sensation quand même de voir Eric Caritou partir comme ça juste après que vous l'ayez dit. Oui, mais on sentait depuis tout à l'heure que Caritou attendait le bon moment pour essayer d'en placer une comme l'on dit, c'est-à-dire mettre une attaque très très violente pour décourager ses adversaires. Nous n'avons pas vu la flamme rouge, mais nous arrivons à l'arrivée, évidemment. Avec derrière Caritou, le champion de Belgique, vous l'avez reconnu, il s'agit de Claudie Criquelion. Caritou toujours en tête au moment d'aborder les 500 derniers mètres. Et ça sera dur pour Eric. Ce sera difficile alors que Criquelion et je pense qu'il s'agit d'Undermark, mais je ne suis pas sûr. Attaque de Criquelion sur la droite de la route. C'est un moment surpris. Belle attaque de Claudie Criquelion, le vétéran belge. Oh, quelle belle victoire de Claudie Criquelion. Si c'est lui qui s'impose, il reste encore 300 mètres avant la ligne d'arrivée. Eh non, c'est Uwe Ampler. Ampler qui va s'imposer. Ampler, victoire de Uwe Ampler devant tous derrière. Uwe Ampler, vainqueur de cette étape devant Caritou et Claudie Criquelion. Voilà pour Claudie Criquelion, quatrième est Rodiger. Cinquième est Jalabert. Jérôme Simon aussi est dans le coup. Marc Madiot passe maintenant. Marc Madiot qui s'est retrouvé cette année, qui marche très bien en cette fin de Paris-Nice. Laurent Fignon accompagné de Gaillan et Anderson, alors que Étienne de Wild finit relativement éprouvé, que notre ami Ribeiro en termine également. Quelle belle fin d'étape, André. Ah oui. Magnifique. Alors que Didier Thueux est arrivé lui aussi. Fourlan, évidemment, lorsque les échappés sont rejoints à quelques centaines de mètres de la ligne, et notre ami Hurley qui termine, qui passe juste la ligne. Beaucoup de peine pour passer la ligne, Hurley. Il est très fatigué, mais surtout notre ami Greg LeMond également. Greg LeMond avec finit tranquillement. Plus d'une minute de retard sur le premier Uwe Ampler, l'Allemand qui court chez Eastern Sigma et qui était 22e ce matin au classement à 4 minutes 13 du leader. Évidemment pour lui, aucune chance de remporter ce Paris-Nice, mais superbe victoire après une étape qui a été disputée depuis le premier kilomètre avec Duclos Lassalle qui attaquait d'entrée. On attendait un succès d'Uwe Ampler qui est le recordman des vainqueurs de la course de la paix. C'est un très très bon amateur. Beaucoup de confusion au sommet du Tanneron alors que certains concurrents n'en ont pas encore terminé. Alors que d'autres descendent déjà à leur hôtel. Quelle belle fin de course quand même, j'y reviens parce que Hurley, à 15 km de l'arrivée, Hurley semblait avoir creusé le trou. Et puis après nous avons vu un Didier Thueux qui tenait pratiquement l'étape entre ses mains, tellement il faisait impression. Et puis il y a eu une certaine défaillance de ces hommes. Il y a eu également la très belle attaque d'Eric Caritou. Et puis après le lancer du sprint par Criquelion. À un moment on a bien cru que Criquelion allait s'imposer. Bien non, Uwe Ampler est arrivé au tour dernier moment. Uwe Ampler qui termine donc Bernard. au sprint. Oui, je suis en compagnie d'Eric Caritou. Ça tombe bien puisque ce matin nous disions qu'il faudrait quand même aller voir Eric Caritou. Eric Caritou qui a fait un début de saison bien, même très très bien, et qui là s'est présenté d'après ce que j'ai compris, Eric, pas en très grande forme sur Paris-Nice. Si, au départ j'étais en très bonne condition. J'ai bien marché pendant 3-4 jours, et puis l'étape de Marseille, sur le final j'étais un peu moins bien. Et heureusement, le soir il y avait le docteur d'équipe qui était venu pour ça. Et bon, il a décidé que j'avais un début de crise de foie, et je me suis soigné. Dans la nuit ça va un peu mieux. Et bon, hier, pendant 5 km, je n'étais pas très bien. Après, ça a passé.
Bon, j'étais pas super dans la finale, mais je pense que j'étais déjà mieux. Aujourd'hui, c'est encore mieux. C'est ce que j'ai vu, vous êtes refait une santé et vous avez tout tenté dans la dernière ascension. Oui, j'ai déjà attaqué un coup de talon. Et bon, quand j'ai vu que je faisais pas le trou, je me suis relevé. Et puis là, au 600-700 mètres, j'ai voulu attaquer un coup. J'ai bien fait le trou, mais après, c'était très dur le final. Et bon, à 200 mètres, j'ai un peu coincé. Et bon, ils m'ont passé. C'est la course. Ce Paris-Nice a été un Paris-Nice très difficile. En tous les cas, les 3 derniers jours que nous avons vécus, c'est des jours absolument époustouflants. Oui, disons, les 2 premiers jours, ont été bloqués avec les contre-la-montre par l'équipe. Ça a été un peu bloqué la course. Et bon, les 3 derniers jours, la course était plus dure, il y avait plus de difficultés. Et je pense que c'est pour ça que les courants ont attaqué. Il y a eu de la course et je pense que c'est bien pour tout le monde. Demain, le col d'Aise à fond? Oui, j'ai toujours bien marché le col d'Aise. J'ai même fait une fois 3e, mais bon, comme je marche bien, j'espère faire aussi bien, sinon mieux. Merci Eric. Victoire donc aujourd'hui de Uwe Ampler devant Eric Caritou et Claudie Criquelion. Un beau tiercé pour une étape avec un final tout nouveau, on vous l'a dit. Un final qui permet de couronner Uwe Ampler, ce qui doit bien faire plaisir à nos amis de la télévision allemande puisqu'ils nous relaient aujourd'hui. Et qu'ils sont en direct en Allemagne aussi, comme font en direct nos amis belges qui suivent bien sûr FR3 et qui vont pouvoir ainsi presque bénéficier de la bonne montée de Claudie Criquelion. Malheureusement pour eux, il y avait Uwe Ampler qui était encore plus rapide. Oui, un Uwe Ampler dont on attendait un succès depuis quelques temps. André? Oui, Loïc. André, est-ce que nous avons le temps de faire d'autres interviews ou est-ce que... Bien sûr, Loïc, vous avez encore 5 bonnes minutes pour trouver Patrice Esnault par exemple, ou Laurent Fignon ou d'autres. Ah là, si je trouve Esnault, oui bien sûr, mais là j'ai peur de voir courir. En revanche, j'ai Stéphane Roche qui n'est pas très loin de moi. Ok, allez-y. Stéphane Roche qui a remporté 2 fois déjà Paris-Nice, qui cette année aura beaucoup plus de mal à le faire car pour le moment il est 8e à 2 minutes 38 du leader. Et aujourd'hui Stéphane Roche a terminé dans les 10 premiers et en tête du classement des grimpeurs, on le voit, c'est un autre Allemand. C'est décidément un triomphe pour nos amis d'Outre-Rhin. Ils sont très heureux d'ailleurs, ils en rigolent beaucoup. Ah oui, André, oui, ça y est, c'est fait, je suis en compagnie de Stéphane Roche et tout à l'heure je serai en compagnie de Patrice Esnault. Bravo, Stéphane Roche, ça a bien marché encore aujourd'hui. Vous êtes décidément en forme. Oui, je suis très content parce que j'arrive dans ce Paris avec une petite condition et puis maintenant j'arrive à bien marcher, là, ça me fait grand plaisir. Oui, vous aviez besoin de vous refaire à la fois physiquement et moralement et j'ai l'impression que cette fois c'est fait. D'ailleurs, on vous a vu plaisanter ce matin avant le départ. Oui, mais je crois que la plaisanterie, ça vient déjà facile chez moi, mais l'intérieur quelquefois, il y a autre chose. Hein. Mais physiquement, ça m'a fait énormément de bien cette course. En plus, on a eu un bon temps. Et puis je crois que tous les jours, on a eu une belle course. Il y avait des attaques, c'est une course assez animée. D'ailleurs, je vous disais ce matin en plaisantant également que hier dans le Montfaron, il n'y avait que des jeunes à la poursuite. C'est vrai, mais je crois que ces jeunes-là, ils vont être là encore un moment. Je crois qu'on ne va pas les oublier tout de suite, ces jeunes-là. Merci. Évidemment, vous aurez compris, Bernard, que lorsque je voulais parler de jeunes, eh bien, je voulais parler effectivement de Stéphane Roche, de Duclos-Lassalle et de tout cela. Tony Rominger, nouveau et continuel leader pratiquement de ce Paris-Nice. Il n'y a eu que l'intervalle Pascal Lens qui va beaucoup mieux alors que le champion de France Louviot en termine simplement avec sa dernière montée du Grand-Duc à près de plus de 7 minutes de retard pour lui sur Uwe Ampler. Philippe Louviot, le champion de France qui défendra son titre le 30 juin devant les caméras de FR3. Ce sera encore un des grands rendez-vous cyclistes de notre chaîne. Il y en aura beaucoup cette année. André, oui, eh bien, je m'approche de Patrice Esnault qui est en train de s'habiller. On va lui peut-être lui laisser le temps de... Sort de l'ombre, voilà, oui, sort de l'ombre. Mais un maillot. On est à vous tout de suite, André. Hein. Eh bien, écoutez, le micro vous appartient, Loïc. Non, il appartient à FR3 et à nos amis de la SSP. Je leur rendrai d'ailleurs tout à l'heure. Tout ça pour combler, pour laisser le temps à Patrice Esnault d'enfiler son survêtement. Eh bien, Patrice, on vous a encore vu. Vous êtes décidément un coureur très remuant dans ce Paris-Nice. Oui, disons que vu qu'on avait perdu pas mal de temps dans le contre-la-montre, c'était décidé pour nous, pour toute l'équipe, de faire le maximum pour gagner une étape. Et puis bon, ça fait 7 jours que j'essaye et puis malheureusement ça n'a pas marché. Hier on a frôlé la victoire avec Roland et puis Cubino. Et bon, aujourd'hui j'ai encore essayé et bon, ça n'a pas marché. Mais Patrice, est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas essayé un peu trop tôt? Disons que ça c'est toujours un peu mon étape, tous les ans je fais quelque chose.
Et puis j'étais peut-être un peu trop nerveux et bon, j'ai surtout voulu ne louper aucune échappée. Bon, la seule sérieuse, je l'ai loupée et puis bon, sur le final j'ai essayé, mais j'étais un petit peu fatigué d'avoir fait beaucoup d'efforts dans toute la journée. Et puis ça roulait vite quand même. Ouais, ça roulait très vite et puis bon, les Toshiba n'avaient pas décidé de donner de bande sortie et c'est pour ça que ça a été très rapide et que c'est plus très dur à sortir. Demain dans le col d'Aise, à fond. Bah oui, de toute façon, que ce soit 7 jours ou 8 jours, pour moi ça ne changera pas grand-chose. Il restera que 12 km à faire à fond, donc pourquoi pas les faire à bloc. Loïc, qu'est-ce que vous pouvez demander ces prochains rendez-vous à Patrice Esnault? Est-ce qu'on le retrouvera sur FR3 par exemple pendant le Tour des Flandres ou pendant Liège-Bastogne-Liège alors qu'il nous reste que quelques secondes avant de conclure? Oui, quels sont vos prochains objectifs, Patrice? Bah disons que moi je vais rentrer 15 jours chez moi, je vais me reposer un petit peu, je vais lever un petit peu le pied la semaine prochaine et puis préparer l'international. Après je ferai le Pays Basque et tout pour le Tour d'Espagne. Merci Patrice, n'oubliez pas de saluer la Sologne de ma part, merci. Patrice Esnault qui encore une fois a beaucoup attaqué Bernard. Oui, un Patrice Esnault généreux, mais il y a également d'autres coureurs généreux dans ce Paris-Nice et surtout aujourd'hui. Nous ne le répéterons jamais assez. Il y a eu des attaques pratiquement tout au long de la journée. C'était un terrain favorable. Le classement général du Paris-Nice avec Tony Rominger en tête devant Martial Gaillan et Laurent Jalabert, c'est-à-dire deux autres coéquipiers de chez Toshiba qui l'attaqueront car demain dans le Col d'Aise, eh bien c'est Meyer qui triomphera et si Laurent Jalabert peut reprendre 1 minute 22 à Tony Rominger, il ne s'en privera pas. 4e au classement général, Claude Criquelion, 5e Jérôme Simon, Andrew Amstein en 6e place, Eric Haritou 7e, Stéphane Roche 8e, Attelé Classevol 9e et Marc Madiot 10e, ce qui fait quand même 5 Français aux 10 premières places. Le cyclisme français n'est peut-être pas si moribond que cela. Oui, et puis je dirais qu'un homme m'étonne dans ce classement, c'est Andrew Amstein, puisqu'on ne l'a pratiquement jamais vu aux arrivées, trouve le moyen d'être là placé au classement général. C'est tout de même une performance que de finir ce Paris-Nice dans les 6 premiers sans avoir jamais fait parler de soi. Uwe Ampler, lui, a fait parler de lui pour la dernière étape en ligne, celle qui conduisait les coureurs de Toulon à Mandelieu-la-Napoule, 183 km et terminé par un petit réunion dont ils se souviendront tous, avec cette victoire d'Uwe Ampler devant Eric Caritou et tout cela devant le splendide port de Mandelieu-la-Napoule. Un parfum de vacances car on a longtemps côtoyé les champs de Mimosa et pour les victoires d'étape cette année, vous le voyez, première victoire d'étape partagée entre Castorama et Toshiba, entre Thierry Marie et Tony Rominger, les Toshiba qui se sont imposés à Nevers. Ensuite il y a eu le sprint victorieux d'Andreas Capes, la victoire de Victor Kipov, Jean-Paul Van Poppel qui s'est imposé ensuite, Tony Rominger hier pour la 2e fois, c'était à Toulon, et Uwe Ampler cet après-midi à Mandelieu-la-Napoule. Heureusement que Thierry Marie a remporté une étape, sinon nous faisions, en ce qui concerne les Français, chou blanc dans ce Paris-Nice. Et on peut se rendre compte de la montée des pays de l'Est. Oui, André, je suis avec Robert Forest, il me reste bien une petite minute. Ah non, une toute petite minute, 30 secondes, allez. Oui, 30 secondes, Robert, vous y avez cru quand même? Oui, bien sûr, j'ai cru. Ce matin, en réunion avec le Léger, on avait décidé d'animer l'étape et dès le départ, avec Gilbert de Colastan, on a lancé la course. C'est sûr qu'en début d'étape, j'ai laissé faire un peu de jus car j'ai fait plusieurs attaques. Malheureusement, on n'a pas tellement réussi. Puis après le rallye-tour, j'ai relancé l'offensive et bon, on a réussi à partir. Je pense que bon, l'équipe derrière a fait son boulot et devant on a roulé plus ou moins chacun son bout. Puis bon, malheureusement, c'est rattrapé au kilomètre, mais c'est dommage parce que j'y croyais vraiment jusqu'au bout et j'étais capable de leur faire le sprint d'arrivée, quoi. Merci Robert, voilà. Merci Loïc. C'était bien un petit coup de chapeau quand même. Tout à fait, vous aviez raison Loïc, c'était des images signées Régis Forissier avec nos moyens techniques de FR3 à Lyon, avec la collaboration de la SFP, de tout ce monde qui est vraiment très motivé et des commentaires de Loïc Mathieu et de Bernard Thévenet. Rendez-vous demain pendant Sport 3 dimanche pour la dernière étape de ce Paris-Nice, c'est la 8e étape, l'ascension du Col d'Aise contre la montre avec Uwe Ampler triomphant. Quelle belle fin pour cette 7e étape de Paris-Nice. Au revoir et à demain.